Bienvenue à tous, bonjour et bienvenue dans cette table ronde d'entrepreneurs. Je me présente, Mathieu Germer, je serai votre hôte pendant les prochaines minutes, peut-être prochaines heures. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table, mais avant, je voudrais qu'on remercie QuickBooks, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Inès, je te laisse te présenter. Ça marche. Donc je suis Inès Sivignon, je suis rédactrice web freelance depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et mon rôle, c'est d'accompagner les marques pour les aider à développer leur visibilité et leur crédibilité grâce à la rédaction de contenu web. Et à côté de ça, j'ai aussi une formation pour justement apprendre à devenir rédacteur web freelance comme moi. Et voilà. Merci, c'est déjà bien. C'était très bien. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ça marche. Ruben, bienvenue et merci de ta présence. Merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Ruben, je suis le fondateur du Cocon. Le Cocon, c'est une formation pour les équipes commerciales à mettre en place leur machine commerciale sur LinkedIn. Donc j'accompagne les sociétés et les équipes commerciales à faire ça. Très bien, merci. Dorit ? Bonjour à tous, moi je suis Dorit Naon, donc je suis directrice artistique et communication digitale. Ce que je vous propose, un petit jeu. Allez. La production nous a préparé des petites questions. On a chacun une couleur. Okay. Et le but, ça va être de parler un petit peu d'entrepreneuriat sous 4 angles différents. Inès, ce que je te propose, ça va être de tirer à ton tour. Alors, je questions. suis vert. Que ça ne nous trompons pas sur les questions. Et regarde. Ça va bien. Allez. Alors, peut-on vraiment monter sa boîte avec 0 €? Oh, très bonne question. Tout dépend le secteur et ce qu'on veut faire de sa boîte, évidemment. Mais maintenant, je trouve que l'entrepreneuriat, il est devenu hyper accessible. Déjà, les démarches micro-entreprises, tu vas sur Internet, tu remplis un petit formulaire, en une semaine, tu as ta boîte qui est créée. Et tu peux travailler tout seul, tu peux travailler de chez toi. Par exemple, je prends mon exemple en tant que rédactrice web, j'ai rien eu à dépenser. J'ai fait mon inscription en ligne, c'est gratuit. J'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, donc c'est gratuit, sans publicité. Même le référencement SEO, c'est gratuit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers clients, à gagner de l'argent. Et c'est une fois que j'ai gagné de l'argent qu'ensuite j'ai délégué, utilisé plus d'outils, peut-être faire un peu de publicité, investi, on va dire. Mais j'ai commencé avec rien. J'ai rien investi à part un ordinateur portable. Voilà, il faut s'acheter son ordinateur portable, mais après, c'est OK. Donc, tout dépend évidemment du projet, du secteur. Si on veut vendre par exemple les marques d'habits, évidemment, il faudra peut-être un peu plus investir pour créer les produits. Mais si on veut être plutôt dans le service et plutôt travailler seul de chez soi, c'est tout à fait possible selon moi. Ouais, je pense que de nos jours, en tout cas, de moins en moins, on a besoin d'investir. C'est ça. En tout cas, tu disais, les réseaux sociaux permettent de commencer à communiquer sans avoir besoin. En fait, Ruben, il n'est pas d'accord. Non, mais ça, en fait, j'ai accompagné quelques dizaines, voire centaines de boîtes et je me rends compte d'un point, c'est que ça dépend ce qu'on appelle entreprise. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. En fait, ça dépend parce que déjà, on enlève tout ce qui est physique parce que automatiquement, si on parle de physique, en réalité, on parle d'espace et si on n'a pas de fonds pour stocker de la marchandise, du matériel, etc., c'est quasiment impossible. Mais c'est vrai que dans le service, pour le coup, on a besoin de temps. On a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'idée en tout cas, on peut très bien se faire un compte LinkedIn, tu vois, et aller chercher des clients en instantané pour faire du community. Il y a plein de prestations en service qu'on peut faire. Et donc, ça dépend ce qu'on appelle entreprise, parce qu'un agriculteur ou quelqu'un qui veut se lancer demain, avant qu'il commence à vendre du blé, si tu veux, il va s'en passer du temps et de l'énergie et de l'argent. Donc, c'est encore une fois, après, oui. On peut, mais tout dépend du projet et de ce que tu veux faire. Ouais. C'est ça. Moi, je me dis, est-ce que finalement, on serait pas plus sur oui, c'est possible, mais sur des prestations de services. Oui. Effectivement. Oui. Tous les domaines ne peuvent pas partir avec rien. On est d'accord. Mais je pense que c'est beaucoup plus accessible, en tout cas aujourd'hui, que ça l'était il y a 10 ans. C'est ça. Parce que l'univers, et même il y a de plus en plus d'entrepreneurs, la société pousse un peu... Et beaucoup de choses sont beaucoup plus accessibles. Même moi, dans la vidéo, je le vois. Tu voulais faire de la vidéo il y a 10 ans, il te fallait du matériel. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de la vidéo, je lui dis commence par ton téléphone portable. On a des téléphones portables, tous qui sont surpuissants. La plupart filment en 4K. Souvent, tu l'as acheté bien avant d'être entrepreneur. Ça suffit. Mais on est d'accord que
Ça dépend de l'entreprise, ça dépend du domaine. Et si tu veux aller plus vite, investir, on n'est pas contre. Ouais. Après, l'avantage de notre période, c'est que les capitaux, pour aller chercher des capitaux, c'est aussi beaucoup plus simple. Pour aller chercher des ressources financières, au-delà des capitaux, un expert comptable, un bilan, un prévisionnel, monter un pitch, etc. Aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube et avec toutes les plateformes qui sont là, il y a tout pour le faire. Oui, Il t'as y a plus vraiment- d'informations qu'avant. Bien sûr, et ça, c'est vraiment le gros. Après, il faut quand même un capital social pour monter la boîte. Donc, Ça, c'est autre chose. c'est un sujet. Mais il y a le profil. Allez, à moi, je suis bien le jaune, à moi d'avoir une question. Alors moi, on m'a mis des questions sur la comptabilité. Yes. Parce que je suis un ancien banquier, bravo. À quelle fréquence fais-tu ta compta? Ça, c'est pareil. Alors, quelle fréquence je fais ma compta? Alors, je vais vous le dire honnêtement. Ça va faire quoi? Un peu plus de 2 ans où je suis vraiment à mon compte. La compta, ça a toujours été une galère. Parce que quand je me suis en tout cas lancé en tant qu'entrepreneur, je sais pas, vous me dites, je pensais pas du tout à quel point c'était important de faire sa comptabilité. Et pourtant, je suis un ancien banquier. Et en fait, ça m'a embêté de me dire que j'allais retrouver une ancienne partie de ma vie de salarié. Gérer des comptes, j'en ai fait. Regarder, pointer des relevés de comptes, j'en ai fait pendant des années. Donc à quelle fréquence je fais ma compta? Quand je dois le faire, en fait, surtout. Ouais, non. Ouais. Alors, j'ai la chance d'utiliser des outils qui m'aident. Voilà. Alors, encore une fois, je pense que il y a pas mal de choses aujourd'hui qui nous aident en tant qu'entrepreneur. On va dire que quand j'ai commencé, on parlait, est-ce qu'on peut commencer avec zéro? J'ai commencé avec un Excel. Mais à la fin, j'ai passé plus de temps à regarder des tutos YouTube pour savoir faire des devis grâce à Excel qu'à la faire. Donc non, je fais ma compta, franchement, une fois par mois. Je sais pas. Ah ouais? Ouais, mais moi, je suis un indépendant, j'ai pas non plus 15 000 clients. Oui, c'est vrai. Voilà. Je travaille avec des personnes. Mais c'est toi qui envoies les devis. Ouais, par contre, c'est moi qui fais tout. Ah, ok. Oui, mais encore une fois, il y a des outils qui aident, et qui font beaucoup de choses à ta place. J'ai pas le temps de tout faire. Je peux pas payer quelqu'un pour le faire à ma place. Donc oui, je le fais. Et je vais pas vous cacher que je l'ai même fait ce matin à l'hôtel. Donc, Oh là 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 là. c'est ça, il faut être agile. Donc voilà, une fois par mois. Et vous le faites quand? Moi, du coup, je suis Eh, payée. c'est J'en la suis même. payée, donc Genre, voilà, tout va bien. Inès, toi, tu fais. C'est quoi ta fréquence? Moi, tu vois, ça m'a jamais trop dérangé la compta, ça doit être mon côté organisé Ah, bah oui, justement. voilà. Je rentre des chiffres dans les tableaux, moi j'aime bien, c'est bien. Et puis j'ai très vite pris des outils justement aussi pour m'aider, donc comme c'est automatisé, ça se fait assez facilement. Donc non, ça me dérange pas trop, je le fais un peu tous les jours, mais par contre c'est une fois par mois, il y a la grosse Il y a compta la grosse, de oui, fin voilà, de c'est ça. mois où tu regardes un peu où ça en est, tu relances les machins, mais Alors, je vais rebondir parce que si je dis pas de bêtises, toi, tu es passée de indépendante, tu as créé ta société dernièrement. ouais. La différence est énorme dans la compta? Eh ben écoute, je l'ai pas trop senti parce que je me suis fait accompagner par une comptable dès que je me suis lancée, et elle s'occupe vraiment de tout. D'accord. Donc je fais toujours ce qu'on faisait en micro-entreprise, devis, facture et bilan un peu à la fin du mois, mais sinon déclaration de TVA, déclaration impôt, tout ça. Tu délègues. C'est toute la comptable, pardon. Bien sûr. Donc au final, tu sens pas trop la diff si t'es bien accompagné, mais ça revient sur l'importance d'être bien accompagné Bien avec les bons outils, les bonnes personnes, et ça doit pas être un frein en tout cas Ok, pour se donc lancer, quoi. t'as pas eu d'énormes différences parce que tu gères toujours ta partie, mais C'est ça. maintenant tu as une aide pour la C'est partie ça. un peu plus compliquée. Voilà. Ok. Moi, je dépense 5% de mon chiffre d'affaires dans une nana qui s'occupe tout de A à Z à partir que le client il m'a dit OK, envoyez-moi un devis. Bon, Tout, je lui envoie juste des WhatsApp. D'ailleurs, je salue Marion. C'est incroyable. Honnêtement, c'est une boîte qui mais ça coûte. Honnêtement, ça a un coût. Ouais, non, Ouais. bien sûr. C'est le Mais coût je du confort, fais- en fait. C'est du confort de fou Ouais. et je m'en occupe pas du tout. D'accord. Sauf quand je suis payé un peu en retard, là je gueule auprès Ouais, là, de tu fais la- Marion, tu fais je la dis, relance. vas-y, Et il relance-les quoi. débarque. Non mais c'est une organisation aussi, je lui ai mis les bons outils, donc Oui, c'est QuickBooks dans les mains, et puis c'est elle aussi qui va me dire on devrait passer sur ça, on devrait faire ça. Ouais. C'est même elle qui parle avec mon experte comptable, je m'occupe pas du tout de ces parties, je sais pas, j'ai eu une espèce de... Ok. Non, j'aime pas du tout, et du coup je m'en occupe pas. Bah, très bien, merci Ruben. Je te laisse nous tirer une Alors... question. Oh, celle-là elle est pour moi. Alors ça tombe bien parce que les bleus sont pour toi. Alors, comment tu prospectes? Oh. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la prospection, c'est le fait d'aller chercher du client.
Ok. Alors moi j'ai un CRM, donc j'ai un logiciel, un tableau Excel, qui me permet de suivre d'où viennent les personnes, qu'est-ce qu'ils font comme action, et je dirais qu'aujourd'hui j'ai un tiers de mes clients qui viennent de LinkedIn. J'ai un tiers de clients pour qui je paye une agence qui va me donner des rendez-vous qualifiés. En fait, je la paye à chaque rendez-vous. Ok. Donc tu achètes du lead qualifié. J'achète du lead qualifié. J'en achète, j'essaie d'en acheter entre 50 et 100 par mois. Et je fais des rendez-vous tous les jours, des rendez-vous de petites 15 minutes où je leur présente le contenu de la formation Le Cocon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et j'ai 30% de mes clients qui viennent de recommandations. Bouche à oreille. Et bouche à oreille. Et je dirais même 30, voire même 40%. Et ce qui est hyper drôle, c'est que dans toutes les boîtes que j'ai accompagnées, 100%. La recommandation, le bouche à oreille, c'est source numéro 1 des clients dans toutes les boîtes que je connaisse. Donc voilà, je fais ça. Donc à la fois j'envoie des mails, à la fois je fais du LinkedIn, à la fois je fais mes rendez-vous et à la fois il y a des personnes qui viennent me voir naturellement. Voilà comment je prospecte. Et je pense que c'est important d'appuyer là-dessus. C'est que quand on n'a pas forcément les ressources et qu'on est indépendant, LinkedIn et les envois d'emails, mais notamment LinkedIn, ça reste une source de prospect qui est juste illimité et qui est absolument nécessaire. Et donc pour une personne qui n'a pas le temps, il faut pas, qui n'a pas encore de clients ou qui vient de démarrer ou qui même est déjà avancée, il faut vraiment qu'elle mette de l'énergie en tout cas à la fois envoyer des messages et à la fois à appeler des personnes, il ne faut pas qu'elle ait peur, sur LinkedIn. Et LinkedIn, c'est... De toute façon, je crois que c'est un peu le point commun qu'on a tous les quatre. C'est d'utiliser en tout cas LinkedIn à des fins professionnelles, de la prospection, peut-être tous les deux plus de la création de contenu, toi un petit peu de tout, du branding, de la prospection, du contenu. Donc oui, mais je pense que c'est un conseil qu'on peut donner. Après, il y a un sujet, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais si il y a très bien. Alors je m'avais Non, il y a un vrai sujet. Je connais beaucoup d'indépendants. Et quand je dis beaucoup, c'est quasiment 1 sur 2 qui sont issus d'un métier à la base et d'ailleurs qui se sont lancés avec des clients qu'ils avaient en gestion et qui se sont dit je vais prendre 2-3. Généralement au bout de 2 ans ils viennent me voir en me disant voilà j'ai pas de clients parce qu'en fait au bout de 2-3 ans les clients s'en vont, ils ont plus le besoin, ils ont plus le même, les choses évoluent, même potentiellement les prestations évoluent. Et ces personnes-là pensent pas forcément à prospecter parce qu'ils se disent que principalement ils vont faire de la création de contenu. Et je crois que ils sous-estiment le travail, le temps et la vision que ça demande aussi de créer du contenu et qu'il faut s'y mettre à un moment donné et que la courbe de progression est complètement différente que celle de la prospection. Là où la prospection, day one, t'as ton client, t'as ton rendez-vous, tu vends. Dans la création de contenu, avant que les clients viennent te voir et te demandent des prestations, ça prend un peu de temps quand même. Ça prend pas des mois, ça prend du temps. Mais il faut quand même créer le contenu. Mais est-ce que c'est pas des personnes qui vont arrêter de créer du contenu quand elles ont commencé à avoir des clients en se disant bon, j'ai besoin de créer du contenu, ça y est, j'ai mes clients, et qui n'ont pas anticipé, comme tu l'as dit, le fait qu'au bout d'un moment, les clients... Il y en a, bien sûr, bien sûr, il y en a aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que la prospection, et encore, tout dépend de l'objectif, mais la prospection, c'est essentiel pour pouvoir maintenir un chiffre d'affaires constant. Et la dernière chose, c'est que moi, je vois chez les grandes entreprises que j'ai accompagnées, donc je parle des sociétés à plusieurs centaines, voire milliers de salariés, et si tu veux, ils ont des objectifs tellement gros, parce qu'il faut quand même faire vivre le groupe, qu'ils ne peuvent pas se détacher de la prospection. Non, ils sont obligés de faire ils font beaucoup de création de contenu, énormément, et ça marche très très bien, et c'est très bien, et moi j'invite vraiment tous ceux qui démarrent à faire d'abord de la prospection, la création de contenu, et après de la prospection. Mais ils font de la prospection systématiquement, il n'y a pas le choix en fait. Il faut aller chercher les gens, parce qu'il y a aussi une partie des personnes qui ne viennent pas d'elles-mêmes par rapport au contenu qu'ils voient. De toute façon, je pense que pour conclure, le mieux à faire, c'est les deux. Bah ouais, il n'y a pas de secret. Parfait. Dorit ? Let's go, c'est parti. Allez, on est reparti pour les questions. Alors, a-t-on vraiment besoin d'établir une stratégie étude de marché pour se lancer ? Alors, ma réponse, elle va être assez simple. En fait, ça reprend un peu ce qu'on disait au début. Ça dépend de l'activité. Par exemple,
pour de la rédaction web, pour certains domaines, prestations de services. Moi, je suis très partisane du personal branding, donc travailler sa marque personnelle. On voit beaucoup de copywriters, par exemple, énormément sur LinkedIn, qui ont compris, pour reprendre aussi ce que disait Ruben, de faire les choses, qu'il faut faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord travailler sa visibilité et après justement avoir cette stratégie de prospection, etc. Et je pense qu'on a tendance à inverser en fait les étapes et à se dire d'abord je me lance. Et après, je vais me faire connaître et je vais travailler ma marque personnelle et je vais être visible, etc. Et je vais me faire une communauté. Moi, je dirais vraiment le contraire. Il faut d'abord avoir une communauté, si possible, ciblée. C'est-à-dire interagir aux posts qui sont en lien avec notre domaine. Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple d'Inès qui est rédactrice, interagir avec un maximum de rédacteurs pour avoir en fait une communauté déjà qui est de ce type-là. Et derrière, en fait, une fois qu'on a déjà un vivier, on se lance et on a déjà des gens en fait, des entreprises, des rédacteurs, etc. qui vont être là et qui vont être présents. Je parlerai plus de marque personnelle en fait pour le coup. Ah non, je suis d'accord. Après, moi ce qui m'intéresserait c'est d'avoir ton avis, toi Inès, parce que toi t'es organisé, toi. Alors, non, c'est pas que t'es organisé. J'admire les gens organisés, moi. Non, je ne le suis pas du tout. Inès, que je suis depuis pas mal de temps, tu as un peu construit ta stratégie en te lançant. Est-ce qu'au départ, quand on a fait un back-end, quand on a fait un peu de rédaction et qu'on se lance sur LinkedIn, est-ce que tu avais une stratégie établie dès le départ ? Non, j'avais pas du tout de stratégie. Déjà, j'ai commencé sur LinkedIn alors que j'étais en stage, ce fameux stage, parce qu'on avait une formation avec un formateur LinkedIn qui était venu et qui nous avait donné des tips. Et je me suis dit, écoute, je suis en stage, des fois il y a des moments un peu plus plats où j'ai pas beaucoup de missions, je vais faire très bon élève justement pour le coup, appliquer toutes les stratégies, donc c'était publier 3 fois par semaine, mettre tel hashtag, donc très bon élève, j'ai fait ça, mais j'avais pas de vision derrière, je savais même pas que je voulais être freelance, que j'allais être freelance après. Et en fait, c'est vrai que ça a été long parce que ça a été au bout de 4 mois où j'ai été hyper régulière dans la création de contenu, appliquer un peu les bonnes pratiques, etc. que j'ai commencé à avoir ma première demande alors que j'étais pas encore freelance pour le coup. Donc ça m'a aussi rassurée dans le fait de me lancer. Mais il n'y avait pas de strat, il n'y avait pas d'idée précise et j'ai créé du contenu en suivant les bonnes pratiques et en faisant ce que j'aimais, ce qui me faisait vibrer. Et c'est parti un peu tout seul. Et seulement après, au bout d'1 an et demi lancé avec des clients, je me suis dit, ok Inès, pose-toi, étudie ton persona, ta cible, etc. Et après, ça a boosté. Mais c'est venu après et je la connaissais mieux parce que j'avais eu le temps d'échanger avec eux, de les rencontrer aussi, tu vois, d'avoir des retours là-dessus. Donc, je pense que, comme tu dis, ça dépend un peu. Ça dépend vraiment déjà des personnes, de ton secteur d'activité, de tes objectifs avec ta boîte, etc. Mais c'est toujours bien de toute façon de tester. Tu peux avoir la strat la plus carrée possible. Si ça marche pas, voilà, justement, tant pis, tu refais, tu retentes autre chose. Non, mais ça, je pense que dans la théorie, c'est très bien ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi, dans le sens de dire où j'ai travaillé mon personal branding, j'ai travaillé une audience, une communauté, et après, je vais établir une stratégie un peu plus long terme. Dans les faits, ça reste quelque chose de compliqué. Dans les faits, moi, je dis souvent, lance-toi. Voilà. Si en tout cas, tu as quelque chose derrière pour te maintenir, lance-toi et peut-être créer au moment où tu discuteras avec des gens, où tu vas commencer à discuter et là tu vas pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vont t'aider sur une stratégie. Moi j'ai un milieu où il y avait le marketing, je n'y connaissais rien du tout. Donc je me suis pas dit, entre ce que je me suis dit que je me suis lancé et ce que j'ai fait derrière, il y a un écart qui est énorme. Donc dans la théorie je suis d'accord. La stratégie, Ruben spécialisé dans la prospection, il n'est pas d'accord. Non, mais Non. Je suis moyennement d'accord parce qu'encore une fois, je pense. En fait, j'ai des personnes autour de moi qui ont des grandes entreprises et ils n'ont pas fait de plan. La vérité, c'est et pourtant ils venaient de grandes écoles et ils n'ont pas fait de BP. Par contre, je connais aussi d'autres personnes autour de moi qui ont à peu près les mêmes tailles d'entreprise et qui, eux, ont fait un BP, un pitch deck, un truc prévisionnel et tout. Ils sont allés vraiment très très loin sur 5, 10, 15, 30 ans, tu vois. Et moi, c'est une question aujourd'hui que je me pose, en fait, et je me suis beaucoup posé, c'est si demain je relance un projet, est-ce que je fais un BP ? Et je pense que non, pas forcément, mais en tout cas, je vais sur un marché qui est assez large. Et je pense que c'est la taille de ton marché. Et la taille de ton marché, elle peut être mathématique. Il peut y avoir des études, un peu statistiques, il peut y avoir plein de choses qui te permettent de dire waouh, il y en a des millions, donc c'est bon, let's go. Et que
Après analyse, potentiellement sur les millions, il y en a quelques milliers, mais ça me va aussi cette taille. Et en même temps, il peut avoir aussi beaucoup d'intuition. Et te dire, tu vois, le nombre de coachs LinkedIn aujourd'hui sur LinkedIn te fait aussi penser qu'à un moment donné, c'est le nouveau métier à la mode, comme il y a eu les coachs SEO pendant un moment, tu vois. Donc, il y a aussi ça. Mais non, mais c'est pas obligatoire, ça rassure. Ça rassure et les investisseurs et les porteurs de projets. On est d'accord. Ok. Je pense que c'est à toi, Inès. À moi ? Allez. Allez. J'ai une question. Est-ce que trésorerie égale rémunération ? Ah bah non, du coup. Merci Inès. Au suivant. Non, mais je m'en suis rendu compte, parce que quand tu es en micro-entreprise, tout ce que tu gagnes, ton chiffre d'affaires, c'est tes revenus en fait. Tu vois, tu peux pas déduire des frais, tu déclares ça, tu payes des cotisations là-dessus et tu dissocies pas ta trésorerie de ton revenu. Et quand tu passes en société, là on te demande de dissocier, tu vois, ta trésorerie de ta rémunération. Et oui, c'est deux choses différentes. La trésorerie, c'est l'argent qui t'appartient pas vraiment, c'est l'argent de ta société en fait, tout simplement. Et ta rémunération, bah ça c'est ton argent personnel. Et c'est compliqué quand tu passes en société, il faut vraiment faire le distinguo de ce que tu gagnes. C'est pour ça que j'aime pas trop les posts où on dit c'est quoi ton chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires ça veut rien dire en fait. Parce qu'il y a toutes les dépenses derrière, tout ce que tu délègues, ce que tu te verses réellement et ce que tu touches en CA, c'est deux choses totalement différentes. Donc voilà, et je pense que c'est aussi, petit conseil très important, d'avoir une bonne trésorerie quand on est en freelance, parce que le problème c'est que ça peut marcher pendant très longtemps. Et un mois, bah, tu vois, je sais pas, un retard de paiement, un client qui s'en va, qui prenait, je sais pas, 70% de ton chiffre d'affaires, t'es jamais trop sûr. C'est aussi un peu le penchant un peu négatif de l'entrepreneuriat, l'insécurité. Et du coup, d'avoir une bonne trésorerie, ça permet, même si c'est toi qui es malade, tu vois, tu tombes malade, je sais pas, moi tu finis, on touche du bois, mais à l'hôpital ou je sais pas quoi, tu peux plus bosser. Mais que tu aies quand même des moyens de tenir et de pouvoir reprendre après, quoi. Donc, voilà. Je pense que quelqu'un a rajouté quelque chose Non, moi j'ai arrêté de dire que je vendais mes formations à ma femme à 1 000 € parce qu'elle croit que 1 000 € arrivent sur le compte. Oui, non, mais c'est ça. Alors qu'il y en a genre 100. Ouais. Du coup, d'accord. Ok, très bien. Allez, je vous propose que je m'y colle. J'en ai une, ça commence par à partir de. J'aime bien des questions comme ça. À partir de quand ? À partir de quand tu as pris un comptable ? À partir de 2023. Aujourd'hui, j'ai pas quelque chose où je gagne des dizaines de milliers d'euros chaque mois. Donc, je peux encore. T'es quoi comme statut ? Moi, je suis auto-entrepreneur. Ok. Donc, y a pas d'obligation. Non. Toi, à partir de quand tu as pris un comptable ? Quand je suis passée en société. J'allais toucher le plafond, il y avait un projet où on devait déléguer. Ouais. Et comme c'est ce que je disais, en micro-entreprise, tu peux pas déduire. Donc c'est pas du tout rentable si tu commences à travailler avec d'autres personnes. Ouais. Donc c'est ça qui m'a fait passer en société. Et comme je voulais pas avoir de problème, j'ai demandé à une comptable qui s'y connaît vraiment, et comme ça sera tout carré. Et voilà, donc ça fait presque 1 an, un peu moins d'1 an. Et toi, Ruben ? Moi, dès que je suis passé en société. Ouais. En fait, si tu veux, j'ai commencé, je me suis dit, vas-y, j'ai déposé ma boîte moi-même. Et à un moment, tu dois déposer en fait un papier dans le journal officiel. Ouais. Et à un moment, on me disait que ça coûtait 200 € et je voyais que moi, quand je le faisais moi, ça faisait 3000 €. Je me suis dit, c'est un truc que je fais mal, je crois. Et en fait, je prenais 3 pages au lieu de prendre genre un petit carré, tu vois, parce que je mettais trop de choses. Et là, à un moment, je me suis dit, non, mais alors si ça commence comme ça, laisse tomber. Puis après, j'ai regardé toutes les obligations, les déclarations, les trucs. Et tu t'es dit, là, j'ai besoin d'être accompagné. Là, j'ai besoin d'avoir une experte comptable. Ouais. Après, j'ai commencé à parler à l'expert comptable. J'ai besoin d'une assistante. Pour décrypter. Ok, donc on est d'accord. Pour l'instant, tant que tu déposes pas de société en tant qu'auto-entrepreneur, tu as besoin d'avoir des comptables. Au niveau ratio temps-énergie, vous y gagnez, et argent, vous y gagnez grave, quoi. Non, mais c'est sûr. De toute façon, tu peux pas tout faire non plus. Hein. La com, la compta, ton boulot client. Votre boulot de base. Ouais. Entrepreneur, auto-entrepreneur, t'as faut savoir déléguer les choses. Trouver des personnes et savoir déléguer qui sont meilleures que toi d'ailleurs sur ces sujets-là. C'est vraiment le pari. Si tu veux que ce soit bien fait, chacun son job. Je préfère me concentrer moi sur ma communication, sur mon montage. Le jour où la comptabilité me prend trop de temps et que je me dis que ce temps-là, ce serait mieux que je le passe à faire ce que je sais faire, je préférerais payer quelqu'un. C'est ça. Je touche du bois pour que ça arrive en 2023, j'ai prédit. Allez, on va au fond, on va chercher la question. Si tu devais résumer ton expérience avec la TVA en un mot, ce serait quoi ? Qu'est-ce que t'évoque la TVA ? Alors en un mot, ce serait aucune expérience. Qu'est-ce que t'évoque la TVA ? Qu'est-ce que m'évoque la TVA ? Un objectif ?
en 2 mots. Pyramide, c'est parti. Non, comme je te dis tout à l'heure, pour l'instant, T'en as pas. j'en ai pas. Ah. J'en ai pas, donc j'ai pas d'expérience. Et qu'est-ce que ça m'évoque ? C'est un objectif, et c'est sûrement à ce moment-là où je ferais comme toi, Inès, c'est-à-dire autant passer directement en société et me faire rembourser mes frais, parce que ça, j'ai toujours pas. Moi, je viens à Paris, je paye de ma poche. Ça passe pas en frais. Ouais. Donc non. Est-ce que quelqu'un a la TVA est-ce que c'est un sujet ? Et tu vois, moi, pour le coup, j'ai quand même eu l'étape TVA. Bah ouais, et oui, après, les deux. société. Et je suis pas passée en société dès que j'ai eu la Oui, TVA. bien sûr. Il y a Et eu alors 6 mois de laps de temps. Pareil, ça te fait très peur, tu vois, quand tu te dis, oulala, il va falloir que je déclare la TVA, payer plus, machin, et au final, ça passe. Même avec tes clients, il y a un moment où tu... En fait, la plupart des clients sont en société Ouais. et payent de la TVA, donc ils s'y retrouvent sur les missions. Ouais, Pour eux, c'est le même incidence, montant, quoi. finalement, Ouais. parce qu'ils déduisent ensuite Ils la déduisent, Ils TVA. la font rembourser la TVA, Oui, donc c'est ça. finalement, c'est Donc pas au un frein. final, quoi. ça te fait peur, mais ça passe vraiment. Puis c'est pas compliqué, t'appelles les impôts, tu leur dis voilà, maintenant je dois passer à la TVA, ils te donnent ton numéro de TVA et voilà. C'est- bon. Faut dédramatiser. J'ai hâte alors. Ouais. Bon, mon chiffre d'affaires, de toute manière, je le calcule que hors taxe. En fait, je ne Oui, réfléchis c'est ça. que hors Oui, taxe. hors taxe, mais ouais. pareil. Ouais. Et donc en fait, c'est pas du tout un sujet. Parce Mhm. que là où ça peut être un problème, c'est en effet, par exemple dans le cas d'Inès, tu passes de pas TVA à de la TVA et tu te mélanges un peu Ouais. les pinceaux en disant bah non, mon chiffre d'affaires il est avec TVA alors qu'il est sans. Faut savoir qu'on la collecte ou on la redistribue. Mhm. Et en fait, toutes les entreprises ont l'habitude de Oui, non, mais jouer bien avec sûr. ça. D'accord. Après, il y a des règles européennes sur la TVA et tout, je comprends rien du tout. Encore une fois, je l'ai redonné à Et c'est pour ça que tu... l'assistante qui a fait ça. Mais la TVA, de toute manière, tu ne la regardes pas. Là où ça peut être un problème, c'est quand tu as beaucoup de clients qui sont indépendants et que le jour Ouais. où toi tu passes en société, tu rajoutes 20% sur la facture ouais, c'est ça. et ils les payent. Ouais. Et donc ça peut être un réel souci. Mais sinon, toutes les boîtes ont l'habitude, il n'y a rien. Tu Ouais. le collectes et tu l'enlèves, c'est Non, rien du comme tout, tu dis, ça. c'est plutôt le problème d'indépendants. C'est ça. Avec moi, je travaille plus Ouais. avec des indépendants, des freelances. Donc, effectivement, il y aura ce moment où de discussion de dire à la personne, ok, moi, ça y est, je viens de passer à la TVA. T'as Par contre, 20%. si, c'est un vrai sujet pour les indépendants qui achètent. C'est un réel sujet parce que ils peuvent. Généralement, ils achètent pas à des sociétés. Pourquoi les indépendants travaillent principalement avec d'autres indépendants ? C'est parce qu'ils n'ont pas cette TVA pour Ouais, la oui, bien plupart. Dès lors qu'il y a de la TVA, c'est hyper compliqué pour un indépendant parce que tu rajoutes 20% sur le prix, quoi. Tu vois. Ouais, De C'est pas une travailler à un entreprise, agence et ils tout. se la font pas Ouais, ouais. rembourser, donc ça, du je coup, trouve ça, que c'est c'est une- un obstacle. Ouais. Et c'est une débilité du système. Parce qu'en plus, il n'y a rien, tu vois. C'est-à-dire qu'en plus, tu factures 20% et c'est l'État qui prend. En fait, tu devrais l'enlever pour ce que les indépendants achètent. Ouais. Quand un indépendant achète, il achète pas avec TVA et il vend pas avec TVA. Ou alors, dans ce cas-là, tu lui donnes la TVA et il facture. Puis c'est le même système pour tout le Oui, monde. c'est ça. Mais tu peux pas, c'est trop. Et je pense que ça va évoluer dans les années. Le statut d'entrepreneur est quand même Donc, assez quoi, jeune. et tout le monde a la TVA, comme ça, on n'en parle plus. Ou alors, tu enlèves complètement la TVA pour les indépendants. Oui. Alors, il y aura toujours des travers, mais on s'en fout. Très bien. Alors, il nous reste quoi ? Moi, j'ai plus de questions. Et, Et c'est vous avez plein de questions. Et ouais, finalement. Parce qu'ils ont plein Mmh, Vas-y, t'as vu un je t'en peu prie. C'est bon Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce qu'on a besoin d'un bac plus 10 pour monter sa boîte ? J'ai fait un sondage sur ça. T'as fait un sondage. Retrouvez-moi sur LinkedIn. C'est même marqué, hein. Marqué sur- Voir le sondage de Ruben. T'as même une petite ref à toi. Alors, ce que je te propose, Dorit, c'est de répondre à la question. Ouais. Et après, Ruben nous donnera le résultat du sondage. Ok, ça m'intéresse. Alors déjà, voilà, pas du tout. La réponse, elle est claire. Non, pour moi, pas du tout, parce que, en fait, je vais être très redondante sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et même ce qu'on a dit en général. Pour moi, il n'y a pas besoin d'une grande stratégie, il n'y a pas besoin de sortir de, je sais pas, d'HEC, il n'y a pas besoin d'avoir un grand capital, d'avoir des relations ou quoi que ce soit. En fait, sincèrement, LinkedIn, c'est presque magique. C'est-à-dire que je pense, tu arrives dessus, tu travailles ton personal branding, tu as une communauté, tu as ton idée en tête, etc., tu la mûris, et derrière, tant que tu as des idées, tant que tu arrives à fédérer des gens dans ton projet, que tu analyses, tu observes, etc., je pense que derrière, c'est toujours un parachute de te dire oui, effectivement, j'ai fait des formations, j'ai appris des choses, j'ai une sécurité, j'ai un bagage, mais c'est pas du tout nécessaire et c'est pas indispensable. Non, pour conclure, Ruben, on va te laisser la dernière question. Voilà. Comment Conclusion. suis-tu tes clients et les relances-tu ?
As-tu déjà des impayés? Elle te va très bien cette question. Il y en a 3 déjà. Comment suis-tu tes clients? J'ai un Notion, chacun, voilà. Donc je me suis fait un exemple de tableur Excel, un peu comme un tableur Excel. Je suis absolument toutes les personnes dessus. J'ai un modèle. La première colonne, c'est le nom. La deuxième colonne, c'est est-ce que je le tutoie ou le vouvoie, parce que je me souviens jamais si je tutoie ou vouvoie pas mes clients. J'ai après numéro de téléphone, mail, etc. Donc j'ai ça. Et dès que j'ai un rendez-vous, la première chose que je fais, les premières questions, c'est que je leur dis attendez 2 minutes, je vous mets dans mon logiciel pour pas vous perdre. Et dans ce cas-là, si même on fait rien ensemble, au moins je vous mets de pas vous relancer. Ça, c'est comment je les suis. Comment je les relance? J'ai un process très carré sur ça. Pour le coup, je suis organisé un petit peu. Je fais un premier rendez-vous systématiquement de 30 minutes, qui dure 1 heure, où je leur présente, je leur demande ce qu'ils ont voilà, par rapport à mon métier, par rapport à la formation, et je leur présente l'information. Je les relance 1 mois après. S'ils m'appellent entre-temps, qu'ils veulent avancer, il n'y a pas de souci, mais je les relance toujours 1 mois après parce que je les laisse un peu décanter et je leur envoie un mail. Ensuite, 1 mois après, je leur envoie un mail. Et après, tenez-vous bien, je les appelle toutes les semaines jusqu'à qu'ils disent oui ou non. D'accord. Et il y a des gens, ça fait 1 an, ils m'ont pas répondu. Toutes les semaines, Et toutes les semaines, je les appelle. Et alors, des impayés, alors je dois dire un truc. Ruby Payer. Ouais. Je fais un sponsor de fou, mais c'est intégré d'ailleurs avec QuickBooks. C'est absolument génial. C'est une société qui gère tous les impayés. Et je peux dire que quand on est indépendant, gérer des impayés, c'est une galère. Parce que tu dois payer des frais, tu dois avancer des frais aux huissiers, ça dure 1000 ans. Moi, j'ai un client, ça fait 2 ans, il m'a pas payé. Et genre, je dois avancer des frais. Et genre, j'avoue, j'ai la flemme d'aller faire le chèque, de l'envoyer, même physique, tu vois. Ouais. Donc en fait, il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est ça. Et il faut toujours essayer de se faire payer avant de livrer son travail. Mais ça, c'est toujours compliqué parce que c'est la question de la... Mais en tout cas, oui, j'ai déjà eu des impayés comme à peu près tout le monde, je pense. Toujours des saletés. Des saletés. Eh ben, je trouve que c'est une bonne conclusion pour cette table ronde d'entrepreneurs. Malheureusement, il y a des impayés, mais il y a des outils pour gérer tout ça. En tout cas, je voulais vous remercier tous les 3. J'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Parfait. Et à l'occasion de rediscuter de tout ça ensemble. C'était incroyable. Ouais, d'ailleurs, allez vous abonner génial. au compte LinkedIn d'Inès Sivignon, de Dorit. C'est quoi ton nom de famille? Naon. Tu maîtrises le sujet. Hein. Et de Mathieu G. Sur LinkedIn et sur toutes les autres plateformes. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez la moindre question sur les sujets qu'on a pu évoquer, mettez-moi ça en commentaire. Pour terminer, je retiens à remercier QuickBooks de nous avoir invités pour cette table ronde. Merci, au revoir.